Alors j'ai pas mal bouquiné sur l'Iran et ses relations avec les États-Unis notamment. Avec l'actualité c'est un petit peu normal, hein. Ils s'opposent, ils s'affrontent avec des confrontations verbales depuis plusieurs semaines, mais aussi avec des actions sur le terrain. Par exemple la mort du général iranien Soleimani, ou alors l'Iran qui ensuite réplique avec des représailles contre les États-Unis. Et du coup j'ai essayé de te proposer des contenus, des vidéos intéressantes sur le sujet, et je suis tombé sur une affaire qui moi m'a quand même beaucoup surpris. C'est un épisode durant lequel les États-Unis, alors même qu'ils imposent des sanctions à l'Iran pour empêcher le pays d'acheter des armes à l'étranger ou pour empêcher des entreprises d'investir en Iran, eh bien les États-Unis, derrière, en secret, ils livrent des armes à l'Iran. Tout ça, ça s'appelle l'Iran-Gate, qu'on appelle aussi l'affaire Iran-Contra, tu comprendras pourquoi. Et pour te la présenter, je me suis dit, comment est-ce que je vais faire avec mon décor tout pourri ici dans mon chalet et mon petit tableau blanc? Peut-être que si je prenais un exemple, ce serait beaucoup plus parlant. Et je me suis dit que prendre l'exemple de deux stars de la télé-réalité, influenceuses, ce serait pas mal. Et du coup, je te présente, c'est une histoire fictive, on va dire, mais comme ça te permettra d'un petit peu comprendre la situation. Je te présente tout d'abord Clara, une belle jeune femme qui a déjà eu beaucoup de succès au sein de plusieurs émissions de télé-réalité. Elle vient de Lyon. Du coup, évidemment, elle a participé à la célèbre émission Les Lyonnais à Torremolinos, évidemment, avec ses histoires d'amour, ses passions, ses confrontations, ses coups de gueule. Elle s'est fait un nom et puis elle a participé aussi aux autres émissions, comme par exemple Les Lyonnais en Alaska, où ils ont bien été se faire geler les... et donc voilà, c'est une star de la télé-réalité. Ensuite, on a Jennifer. Elle n'a pas fait de télé-réalité, mais elle est très connue parce qu'elle s'est imposée sur les réseaux sociaux. Elle est influenceuse, elle a plusieurs centaines de milliers d'abonnés, et elle, elle voue une haine féroce contre Clara, qui, elle estime, n'est pas une vraie, en quelque sorte, parce que tout est scénarisé dans les émissions de télé-réalité, tout est préparé à l'avance, les histoires, les confrontations, les affrontements, les petites histoires d'amour, tout ça, tout est préparé. Du coup, elle dit non, c'est de la merde, il faut pas l'écouter, c'est une connasse, elle raconte n'importe quoi, de toute façon, tout ça, c'est du fake, ça ne va pas. Moi je suis sur les réseaux sociaux, je vous explique toute ma vie, je vous montre des photos, des vidéos, tout ce que je fais. Moi, je vous donne la vérité de ma vie, et puis je vous propose des produits pour vous maquiller, des cosmétiques, des parfums, etc. Et Clara, évidemment, elle, ça lui plaît pas. Elle déteste aussi Jennifer, elle dit non, elle essaye de vendre des produits à sa communauté, c'est dégueulasse, elle fait du pognon sur son dos, moi je suis pas comme ça, etc. Et donc on a deux camps qui s'affrontent sur la scène de la télé-réalité, du monde des influenceuses, le petit monde people buzz comme ça. Sauf qu'il y a une nouvelle émission qui se crée où justement il y aura une équipe de personnalités très connues de la télé-réalité, ça c'est mon histoire, hein. Et d'un autre côté, il y aura une équipe plutôt de femmes qui viennent des réseaux sociaux qui n'ont encore jamais fait de télé-réalité. Alors t'imagines bien qu'au niveau médiatique, c'est le gros affrontement entre deux univers différents mais qui ont quand même des liens, c'est des relations assez poreuses, donc il y a des liens dans tout ça, ça se mélange. Et là, ce sera directement à la télé, sur TF Plouf. T'imagines, sur TF Plouf, ils vont passer sur TF Plouf. Putain, je sais pas, ça vient de me sortir de la tête. Donc ça va faire un carton, il y aura des millions de personnes qui vont regarder. Et du coup, Jennifer, elle commence quand même à réfléchir. Tiens, ce serait peut-être pas mal. Là, je serais dans l'équipe des influenceuses qui viennent des réseaux sociaux. Donc, je vais pas perdre trop ma crédibilité. Mais ça me permettra de passer de 500 000 abonnés à peut-être 5 millions. Et donc de gagner encore plus d'argent, etc., etc. Sauf qu'en fait, elle a aucun contact dans le monde de la télé. Du coup, elle se dit peut-être que finalement, je peux contacter Clara pour essayer d'avoir peut-être des conseils ou des contacts pour faire en sorte que je puisse rentrer dans cette émission, parce que les places sont comptées, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, Jennifer demande à Clara, tiens, si tu me files des contacts, si tu m'assures ma place, moi si tu veux, j'ai pas mal de potins, des photos qu'on m'a envoyées, même des témoins qui m'ont contacté, qui m'ont dit avoir vu un tel ou un tel avec telle autre star, et il trompe sa copine ou son copain, et donc si tu veux, ça peut te faire pas mal de ragots, et tu pourras taper sur des gens, et donc faire un peu le buzz. Est-ce que ça t'intéresse? Et du coup, Clara, elle se dit, elle me file des infos, moi je l'assure sa place, en plus moi je vais être dans cette émission, donc ce sera encore l'occasion de taper dessus après, et donc de faire encore le buzz et d'augmenter ma visibilité.
pourquoi pas? Alors elle passe un petit accord comme ça, en secret, dans l'ombre. Euh, L'une assure la place dans l'émission, et l'autre donne des infos croustillantes. Et les deux voient leur intérêt converger et finalement concluent cet accord. Eh ben, dans l'épisode qui nous intéresse aujourd'hui, l'Iran Gate, c'est un peu la même chose. Je caricature, je simplifie, mais c'est pour te donner un exemple, te permettre de comprendre hyper facilement cette situation où l'Iran, lui, à ce moment-là, donc ça se passe en plein milieu des années 80, on est aussi en plein milieu sur la fin de la guerre froide plutôt, mais il y a encore de fortes tensions entre les États-Unis et l'URSS, le bloc soviétique. Et les États-Unis voient aussi des gouvernements socialistes en Amérique du Sud qui accèdent au pouvoir et donc ils sont inquiets par rapport à leur position. Ils sont profondément antisocialistes et anticommunistes. Donc voir des pays comme ça juste à côté qui passent du côté socialiste proche du communisme, ça les inquiète. Et l'Iran, lui, dans les années 80, il est embourbé dans une bonne grosse guerre avec l'Irak, son pays voisin directement. Et donc ça fait plusieurs années qu'ils s'affrontent. Sauf que l'Iran, malheureusement, pour lui, avec les sanctions qui sont imposées sur l'Iran, donc, il ne peut pas facilement acheter d'armes, il doit passer par des filières secrètes, par le marché noir, et donc c'est difficile d'avoir de l'armement de qualité, dernier cri, pour affronter l'Irak. Et du coup, qu'est-ce qu'il décide? À ce moment-là, en pleine guerre, donc on a une guerre Iran-Irak, donc ici je vais te faire un tableau où tu as tout ce qui est officiel, et là, tout ce qui est secret. Et donc, on a l'Iran, qui est en guerre avec l'Irak. Ça, c'est officiel. Puis, on a les USA. On a l'URSS, le bloc soviétique. Alors, les USA, tout simplement, ils disent officiellement qu'ils sont neutres par rapport à cette guerre. Mais l'Iran, lui, il se dit, dans cette situation, parce que l'Iran, depuis que c'est une république islamique, donc en 1979, le guide islamique a atteint le pouvoir en Iran, a pris le pouvoir après la révolution islamique. Et depuis, ils ont un discours férocement anti-américain. L'Amérique, c'est le diable sur Terre, il faut surtout ne pas faire d'accord avec les États-Unis. Ils ont une communication très forte là-dessus, et ça permet aussi au sein du pays d'avoir un sentiment national anti-américain pour justement pousser les gens à soutenir le pouvoir en place. Et du coup, l'Iran, officiellement, il ne peut pas dire « Ah, les gars, finalement, les États-Unis, c'est pas si grave, c'est quand même on peut se considérer que c'est des copains, donc on va les contacter pour avoir des armes. » Ben non, ils doivent passer par des réseaux secrets pour contacter les États-Unis et recevoir des armes. Alors c'est pas directement le guide suprême, je dis toujours guide suprême, c'est pas toujours tout de suite le guide qui va prendre son téléphone et contacter Ronald Reagan, le président à l'époque aux États-Unis, pour lui dire hey, vieux, tu sais pas m'envoyer des armes là, je te fais un virement et tu m'envoies le paquet. Ça se passe pas comme ça. Donc c'est plutôt des factions proches du pouvoir en Iran qui vont contacter des services également proches du président aux États-Unis pour commencer avec cette idée et proposer cette idée parce que les USA, tu vas me dire quel est l'intérêt pour les États-Unis de filer des armes à l'Iran, si ce n'est récupérer un peu de fric, mais ça ils peuvent toujours en vendre à d'autres pays et gagner de l'argent. C'est que en parallèle à ça, au Liban, il y a des otages américains. Il y a des Américains qui se font prendre en otage par des groupes, par des milices qui sont proches de l'Iran, le Hezbollah. Et donc les États-Unis, ça les arrangerait quand même bien de pouvoir officiellement dire regardez, on a pu libérer des otages américains prisonniers au Liban. Et donc ce serait un beau succès en termes de communication, de relations internationales, de politique internationale pour Ronald Reagan qui est à son deuxième mandat. Et donc pour lui, ce serait cool de pouvoir terminer sur cette bonne note au niveau international. Du coup, en secret, il y a des liens qui se font entre les USA, les États-Unis et l'Iran.
surtout que les USA, il y a non seulement ce lien avec le Liban qui les intéresse pour libérer des otages, mais ils se disent aussi la communication est complètement rompue avec l'Iran depuis plusieurs années. Du coup, peut-être qu'à un moment, l'Iran et l'URSS, ils vont peut-être trouver des affinités, peut-être trouver des accords pour que l'URSS fournisse en armes, par exemple l'Iran, ou conclue des accords économiques. Du coup, pour les États-Unis, ils commencent à se dire, bah, ça peut peut-être être intéressant de libérer des otages au Liban, de récupérer du fric en vendant des armes à l'Iran, et puis en plus de bloquer un petit peu l'accès au pays à l'URSS. Ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est qu'aux États-Unis, le Congrès, qui est à majorité démocrate à ce moment-là, alors que Ronald Reagan, le président, lui, est républicain, eh bien, le Congrès a interdit les États-Unis de vendre, de s'impliquer, de vendre des armes au Nicaragua. Je vais te le mettre ici. Alors le Nicaragua, c'est un pays qui se trouve au sud des États-Unis, dans lequel les socialistes sont au pouvoir, et du coup ça inquiète les États-Unis. Du coup, normalement, ils ne peuvent pas s'impliquer au Nicaragua. Sauf que durant la transaction d'armes entre les États-Unis et l'Iran, où Israël est également impliqué, donc certaines livraisons passeront par Israël pour faciliter. Et du coup, Israël récupère aussi une petite partie, une petite commission. Là-dedans, il ne faut pas oublier, moi je caricature, je simplifie énormément, mais là-dedans, c'est très complexe. Hein. Tu as des vendeurs d'armes, des businessmen de l'armement qui servent aussi de contact secret entre les deux parties pour livrer les armes, pour effectuer les paiements, et qui se récupèrent des sacrées commissions sur ce genre de transactions. On parle de plusieurs millions de dollars à l'époque. Et du coup, les USA vont aussi transiter par Israël pour livrer à l'Iran. De quel type d'armes on parle? Les plus importantes, ce sont des missiles Hawk et des missiles TOW, des missiles qui peuvent permettre à l'Iran de se renforcer dans leur guerre avec l'Irak, parce que depuis 1980, l'Iran est en guerre avec l'Irak. Au total, il y aura entre 500 000 et 1 million de morts. Et là, on est dans les années 85-86, où ce lien entre les USA et l'Iran se crée. Et du coup, pendant cette transaction, il y a un petit malin. Il y a plusieurs petits malins, on va dire, mais un des plus connus et qui a été condamné par la suite, c'est Oliver North, qui va se dire, officiellement, on ne peut pas envoyer d'armes au Nicaragua pour soutenir l'opposition au gouvernement socialiste. Du coup, tout le fric qui est là, qui est du fric secret, hein, parce qu'ici, on est dans le secret, là, on est dans la partie officielle, aucun fric officiellement ne peut aller vers le Nicaragua. Donc pourquoi ne pas utiliser une partie de l'argent qu'on récupère de la vente d'armes à l'Iran pour l'envoyer quand même au Nicaragua? Et comme ça, ils enlèvent l'interdiction, ils outrepassent cette interdiction du Congrès, et ils peuvent soutenir des groupes rebelles au Nicaragua qui mènent des actions très dures sur le terrain contre le gouvernement et pour mettre à mal le gouvernement socialiste. Et du coup, ils font d'une pierre deux, voire trois coups, vu qu'ils peuvent récupérer des otages au Liban, etc. Sauf que en 1986, donc quelques mois plus tard, en Iran, il y a un personnage qui divulgue l'information, qui divulgue l'accord passé, l'accord secret entre l'Iran et les États-Unis à un média. Et là, c'est patatras, quoi. C'est vraiment le scandale, la grosse polémique, tant en Iran qu'aux États-Unis, parce qu'en Iran, ça fait des années que le gouvernement, le pouvoir dit « Ah non, on est anti-américain, c'est le diable, Lucifer, dégagé de notre pays », et qu'aux États-Unis, on impose depuis plusieurs années des sanctions sur l'Iran. Du coup, gros scandale. Aux États-Unis, une commission d'enquête est créée pour enquêter, faire des recherches sur le sujet. On a, comme je te l'avais dit, le Congrès qui avait interdit le soutien à des opposants au Nicaragua, donc ça la fout un peu mal que le président ait autorisé que de l'argent file vers le Nicaragua pour soutenir les rebelles. Et puis Reagan, il frôle la procédure de destitution, il doit même faire des allocutions télévisées
officielle auprès de la nation, auprès des citoyens, pour expliquer la situation, pour expliquer quelle a été son implication et comment ça s'est passé, et pour essayer d'un petit peu calmer les choses. Et donc plusieurs personnes vont être condamnées au sein de l'entourage du président et des services qui ont participé à ça. Et là-dedans, ce qui m'a aussi pas mal surpris, c'est ce fameux Oliver North, qui à l'époque était lieutenant-colonel de l'armée des États-Unis, qui avait participé à la guerre du Vietnam. Et ben, ce gars-là, il a eu un rôle assez important. Il n'y a pas eu que lui, hein, c'est pas lui entre guillemets le grand méchant. De toute façon, mon but n'est pas de dire qu'il y avait des grands méchants, des gentils, etc. C'est juste de montrer la situation. Mais lui, il a eu un rôle très important. C'est un de ceux qui a eu l'idée, parce qu'au début, il n'y avait pas de lien avec le Nicaragua. Eux, ils se disaient, le premier groupe, le premier cercle autour du président qui a été contacté par l'Iran, ils se sont juste dit, bah, on va filer de l'arme à l'Iran pour récupérer des otages au Liban et en plus gagner de l'argent et empêcher l'URSS d'intervenir en Iran. Mais lui, il s'est dit, profitons de la situation pour envoyer de l'argent au Nicaragua, de l'argent sur, comme on dit, en stummeling, en Belgique, donc dans l'ombre, en secret, au Nicaragua. Ce gars-là, à l'époque, lieutenant-colonel des États-Unis, eh ben, il a été condamné pour pourboires illégaux, pour obstruction et pour destruction de documents. Parce que, évidemment, comme je t'ai dit, il y a eu une enquête, une commission d'enquête. Eh ben, lui, il a été condamné à la suite de l'accord. Et pour tout ce que je viens de te dire. Sauf qu'après, vu qu'il a accepté de témoigner officiellement sur le sujet, il a reçu une immunité. Et ben après, on le retrouve où ce gars-là? Et ben à la télé, comme animateur, sur Fox News. I'm Oliver North, and this is War Stories. Et aujourd'hui, on le retrouve où? À la tête de la NRA, qui est le plus important lobby pour les armes aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est le président. Donc moi, franchement, dans cette affaire, déjà l'affaire en gros, en soi, m'a surpris. Mais en plus, le parcours de ce gars-là, Oliver North, j'ai trouvé ça assez incroyable d'avoir un gars qui est en plein empatouillé dans un scandale, dans une polémique, qui en plus est condamné. Donc je te raconte pas des choses secrètes dont on n'est pas sûr. C'est officiel, il a officiellement été condamné et puis il a pu bénéficier d'une immunité, il a été gracié. Et après, ce gars-là, est considéré comme un héros de guerre en quelque sorte. Il passe à la télé, il devient animateur. Aujourd'hui, il est même président d'un énorme lobby qui brasse des millions, voire des milliards d'argent aux États-Unis. Et donc, il s'en sort quand même vachement bien, moi je trouve, par rapport à ça. Et tout ça pour te dire que aujourd'hui, dans la géopolitique, dans les relations internationales, c'est bien de voir les positions de chacun, comme on a par exemple aujourd'hui les USA et l'Iran, qui, à travers des coups de communication ou même des actions fortes sur le terrain, essayent d'alourdir leur position, de faire grossir leur position en quelque sorte, parce que par exemple aux États-Unis, Donald Trump, c'est bientôt les élections, donc il a peut-être intérêt à muscler un petit peu sa communication à l'international et sa position vis-à-vis de l'Iran. En Iran, le guide et le président ont peut-être également aussi intérêt à montrer qu'ils ne se laissent pas faire face aux États-Unis, les États-Unis qui ont quand même décidé de sortir de l'accord sur le nucléaire iranien, et donc ils alourdissent, ils montrent leurs muscles un petit peu sur la scène internationale et aussi sur la scène nationale, parce qu'en Iran, c'est peut-être bien aussi de dire, regarder à la population, aux citoyens, de relancer ce sentiment nationaliste et anti-américain. Mais derrière toute cette communication qu'il peut y avoir, télé, radio, médias, etc., derrière toute cette communication, il ne faut pas oublier la réalité de terrain. Il ne faut pas oublier les intérêts qui peuvent se croiser. Un petit peu comme ces deux stars de télé-réalité dont je t'ai parlé tantôt, je n'oublie pas leur histoire, entre Jennifer et Clara. À un moment, peut-être que malgré dans la lumière, on les voit s'affronter, mais peut-être que dans l'ombre, elles trouvent peut-être des intérêts, elles ont trouvé des intérêts simultanés, des intérêts communs face à une certaine situation. Sur la scène internationale, je fais très simple, mais il ne faut pas oublier ces intérêts très concrets, très pratiques, très pragmatiques, on va dire, qui peut venir unir en quelque sorte sur un certain point, sur un certain sujet, deux pays. Du coup,
dans ce genre de situation, le rôle par exemple des médias peut être important. Tu as d'un côté peut-être des médias qui n'ont pas les moyens de mener des enquêtes et donc de mettre à jour toute cette zone secrète, les accords secrets qu'il peut y avoir, mais tu as aussi des médias, et je pense que c'est important de les soutenir, que ce soit en s'abonnant ou en des donations, ou tout simplement en achetant le journal. Aussi, ça peut être aussi simple que ça, pour soutenir un journalisme d'enquête, par exemple, d'avoir des journalistes qui ont les moyens, le temps et l'argent pour enquêter sur des sujets, pour dévoiler ce genre de situation. Parce que d'un côté, aux États-Unis à l'époque, tu avais quand même le Congrès qui décide de ne pas soutenir l'opposition au Nicaragua, de ne pas envoyer d'argent. Tu as une position officielle qui est anti-Iran, et donc les citoyens, ils voient ça officiellement, et puis dans leur dos, après, ils apprennent que les États-Unis finalement fournissent des armes à l'Iran et qu'une partie de l'argent récolté part au Nicaragua. C'est quand même assez incroyable, c'est prendre les gens pour des cons. Donc avoir des journalistes, des médias qui peuvent avoir des sources dans ces réseaux, dans ces contacts pour divulguer ce genre d'informations, ben, ça peut être important. Donc voilà, moi je trouvais que c'était un sujet quand même qui était assez dingue, et on peut même terminer l'histoire de nos deux stars de la télé-réalité et des réseaux sociaux en disant tout simplement qu'une autre star des réseaux sociaux et de la télé-réalité a diffusé l'accord qu'il y avait entre Jennifer et Clara, et que donc toutes les deux se sont bien retrouvées dans la merde et qu'elles n'ont pas pu participer à leur émission. Voilà, on termine cette vidéo sur ce petit point d'humour, on va dire. Si jamais tu aimes bien ce genre de présentation avec des exemples simples, j'ai essayé de faire vraiment un truc actuel et simple avec cette analogie des deux stars de télé-réalité pour t'expliquer la situation, et puis un petit tableau avec un petit smiley pour comprendre que malgré la communication qu'il peut y avoir officielle, bah, derrière il peut y avoir des liens qui se font entre les pays. Voilà, j'essaye de faire des explications simples sur un tas de sujets différents. Tu peux regarder sur ma chaîne, j'ai déjà abordé des sujets très, très divers, très différents. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, mais aussi pour aller plus loin, à t'abonner à mes emails privés, parce que faire des vidéos, j'aime beaucoup ça, mais ça me prend du temps, tourner, me préparer, le montage, après la mise en ligne, alors que un email, par exemple, un simple email, comme si j'écrivais à un ami, avec des conseils, un décryptage, une compréhension, une information qui est très peu abordée dans l'actualité. Pour moi, c'est encore plus simple. J'écris quelques lignes, je te l'envoie, tu reçois ça dans ta boîte mail 1 ou 2 fois par semaine, et tout ça pour te rendre encore plus intelligent, encore plus attentif, pour avoir accès à encore plus de connaissances et de savoir, avoir une sorte de journaliste personnel dans ta boîte mail directement. Le lien est dans la description, c'est le premier lien. N'hésite pas à t'abonner à mes emails, et je te dis à la prochaine par email ou en vidéo. Ciao!